vous recommande la boutique La Londoloise. C'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon Pao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission particulière et spéciale que nous tournons à Bruxelles, capitale belge, parce que nous avons décidé d'aller à la rencontre d'un homme et derrière lui une grande structure. Vous savez que l'Est de la République démocratique du Congo domine l'actualité politique dans le pays, l'insécurité, la balkanisation, les efforts de paix pour ramener la paix et la sécurité dans cette partie de la République, le séjour des Kabila, le soutien du Rwanda et tout ça. Aujourd'hui, quand on parle Congo, la plupart des personnes voient l'Est de la République démocratique du Congo. Que faut-il faire finalement pour sortir cette partie de notre pays de cette situation compliquée? Nous avons décidé d'aller à la rencontre d'une structure spécifiquement créée pour cette partie de la République démocratique du Congo. La structure œuvre donc pour la paix, pour la sécurité, pour le bien-être et pour la vie dans cette partie du pays. Et aujourd'hui, le président de la diaspora de cette structure nous a fait l'amabilité de nous recevoir quelque part ici à Bruxelles en Belgique. Madame, Messieurs, j'ai donc l'honneur de recevoir sur ce plateau Monsieur Abraham Chabou. Monsieur Chabou, tout à fait. Bonjour. Bonjour Monsieur Laurent. Merci d'avoir accepté notre invitation. Moi, c'est moi qui vous remercie. Le président de la structure Mashariki. Tout à fait. La dynamique Mashariki, Tout ASBL. Oui. Et vous êtes président de la diaspora de cette structure. Tout à fait. Mashariki veut dire quoi? Quand on l'entend, ça sonne un peu spiritualo, satanico, franc-maçon, tout ce que vous voulez. Mais pour la personne qui ne connaît pas, qu'est-ce que ça veut dire Mashariki? Merci beaucoup, monsieur, de m'avoir accueilli dans votre émission. Donc, Mashariki, finalement, c'est quoi? Mashariki, en un mot, ça veut dire l'Est. On parle de l'Est, vous avez introduit l'émission avec le mot Est. Mashariki, ça veut dire l'Est. Mais le nom de notre association s'appelle Dynamique Mashariki Plus. Dynamique Mashariki Plus, c'est-à-dire qu'on parle des Mashariki, mais il y a le mot plus. Le plus ici représente le reste de la RDC. C'est ça. Mashariki, ça veut dire l'Est. Quand vous dites Dynamique Mashariki Plus, ça veut dire que particulièrement la vision, c'est premièrement l'Est de la République. Tout à fait. C'est-à-dire, vous voulez quoi l'objectif? Regrouper les ressortissants de l'Est de la République, travailler pour le développement de l'Est de la République? C'est quoi vous? Non, c'est pas comme ça. Nous partons du raisonnement selon lequel l'Est de la République est devenu un problème pour la RDC tout entière. L'Est de la République. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Est de la République, c'est l'Est, en quelque sorte, qui bloque le développement de la RDC. Et donc, nous avons pensé qu'il était important que les ressortissants de l'Est de la RDC soient d'abord sensibilisés sur les problèmes qui se passent à l'Est de la RDC. On commence d'abord par sensibiliser les ressortissants de l'Est pour qu'ils comprennent très bien la situation. Et par la suite, parce que nous disons Mashariki Plus, on va plus loin pour intégrer, si vous voulez, les restes des ressortissants congolais qui sont de l'Ouest de la RDC. Et donc le but finalement, c'est de faire en sorte que l'Est de la RDC, qui est aujourd'hui problème au pays, devienne en quelque sorte le moteur de la reconstruction et du développement économique de la RDC. C'est ça notre objectif en fait. Et heureusement que vous parlez des plus à l'intérieur, parce que sinon, dans un pays de plus de 100 millions d'habitants, 450 ethnies, plusieurs langues parlées, parler de l'Est, ce n'est pas une connotation tribalo-ethnique. Tout à fait. Est-ce que vous n'êtes pas un mouvement sectaire, un mouvement communautaire, reclus sur elle-même? Pas du tout, pas du tout. Ce n'est pas de cette façon-là que nous voyons les choses. Nous voyons les choses en nous disant les problèmes. Je vais vous donner un exemple très simple, monsieur Loire. Il y a des compatriotes qui sont à Moanda, qui ne savent pas que pour relier Bukavu à Uvira, il faut passer par le Rwanda. Aujourd'hui, avant même la guerre, ça a toujours été comme ça. Si vous voulez partir de Goma, de Bukavu vers Uvira, vous devez passer par le Rwanda. Donc, quelqu'un de l'Est comprend ça. Quelqu'un qui est à l'Ouest ne comprend pas ce type de problème. Vous avez, par exemple, dans le Nord Kivu, des populations rwandophones qui ont toujours été là-bas avant 1885, qui sont du côté congolais. Et quand on a tracé la frontière en 1885, ces populations se sont retrouvées du côté congolais, mais ils parlent Kinyarwanda. Mais du point de vue d'un compatriote qui est à Kinshasa, ce sont des Rwandais. Vous voyez, tous ces problèmes-là, ce sont les gens de l'Est qui les comprennent mieux que le reste de la population congolaise. C'est pour ça que nous nous disons qu'il est important pour nous, les gens de l'Est, d'abord de nous approprier ces thématiques-là, avant de les expliquer aux autres. D'ailleurs, moi, j'ai même un projet. Je me dis, si demain je devais avoir
un moyen, des moyens, je mettrais par exemple un hôtel dans la partie rwandophone de la RDC. Je sais que ça va choquer certaines personnes qui vont entendre ça, mais quand vous allez à Rubaya, monsieur Lour, quand vous arrivez à Lubaya, vous n'avez pas l'impression que vous êtes au Congo, parce que la population parle Kinyarwanda, mais c'est le drapeau congolais qui est là-bas. Et donc, c'est ça. Ce sont des problèmes comme ça, des petits problèmes comme ça, nous les comprenons beaucoup plus facilement que nos compatriotes qui sont à l'ouest ou qui sont au centre de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas du tout quelque chose de sectaire ou de repli identitaire. Ce n'est pas ça. Non, mais vous ouvrez une sorte de boîte à Pandore en évoquant cette question de rwandophone qui divise et qui est très très mal comprise par certains de nos compatriotes. Vous confirmez-vous de l'Est de la République que le Kinyarwanda est une des langues parlées en République démocratique du Congo? Bien évidemment, on ne peut pas les nier. Donc entendre quelqu'un parler Kinyarwanda, vous qui êtes de l'Est, qui avez une certaine bénédiction à en parler, vous pensez que aujourd'hui les Congolais vous regardent? Tout à fait. Moi je voulais prendre du temps, mais vous mettez le pied sur le plat, comme on dit. Le Kinyarwanda, ce n'est pas une langue exclusivement rwandaise, mais il y a des Congolais qui parlent Kinyarwanda. Oui, bien sûr. Mais, monsieur Louara, quand vous allez dans les Nyiragongo, quand vous allez à Massissi, quand vous allez à Rutshuru, les gens parlent quelle langue là-bas? Ce sont des territoires congolais, mais qui sont habités par des populations rwandophones qui parlent Kinyarwanda. Si vous allez par exemple dans un pays comme l'Éthiopie, vous avez la région de l'Ogaden. C'est une région éthiopienne, mais les populations qui habitent là-bas, ce sont des Somaliens. Et c'est la langue somalienne qui est parlée là-bas. Donc ça n'a rien à voir. Quand on parle, tout ce qui parle Kinyarwanda n'est pas Munyarwanda en réalité. Tout ce qui parle Kinyarwanda n'est pas rwandais. Il y a aussi des rwandophones congolais. Donc, mais bon, posons la question de manière un peu plus claire. Vous voulez dire quoi? Parce que la question, vous évoquez ceux qui sont à l'ouest de la République, vous voulez nous dire, nous faire croire que les Banyamulenge sont bel et bien congolais? Non. Ce qu'on appelle Banyamulenge. Attention. Parce que le problème, c'est celui-là. C'est comme ça qu'à un moment donné, j'ai dit que vous avez ouvert une boîte à Pandore, alors que moi, j'étais encore au niveau de l'entrée. Allons vers le plat lourd immédiatement. Les Banyamulenge sont des Congolais? Non. Je ne parle pas de ça. Attention, il faut bien faire la différence. Non, parce que la plupart des Congolais, quand on dit Kinyarwanda, on voit Banyamulenge. Oui, ce sont les Rwandais qui nous ont envahis d'une certaine manière. Il faut clarifier cela. Allons-y. Quand on parle de Banyamulenge, ce sont des rwandophones qui sont venus dans les années 50 et qui se sont installés majoritairement dans le sud Kivu. Dans le sud Kivu. Ça, on les appelle ils s'appellent les Banyamulenge. Mais nous parlons du nord Kivu. Quand je parle de Massissi, quand je parle de Rutshuru, quand je parle de Nyiragongo, ça, ce ne sont pas les Banyamulenge. Ce ne sont pas des Banyamulenge. Mwangachuchu n'est pas un Munyamulenge. Il est quelqu'un du nord Kivu. Les gens du nord Kivu ne sont pas les Banyamulenge. Ce sont des rwandophones qui ont toujours été là. Est-ce que les Banyamulenge sont congolais pour vous? Vous qui êtes dans l'Est. Parmi les problèmes qui divisent essentiellement les Congolais, c'est cette épineuse question des Banyamulenge. Est-ce que les Banyamulenge sont-ils des Congolais? Si on parle légalement, oui. Parce qu'ils ont obtenu la nationalité sous le régime de Mobutu. Légalement, oui. Après, on peut toujours interpréter d'une manière ou d'une autre. Mais légalement, sous le régime du président Mobutu, ils ont obtenu la nationalité zaïroise à l'époque. Et la constitution congolaise dit que tous ceux qui se sont retrouvés sur les territoires nationaux avant le 30 juin 1960 sont congolais. C'est ça la constitution congolaise. Nous n'avons pas encore changé cette constitution. Elle est là. Et ces gens sont arrivés dans les années 50. Ceux qui sont arrivés dans les années 50 sont des Congolais de par la constitution congolaise. Monsieur Louer. Donc vous ne comprenez pas qu'on leur dénie cette nationalité aujourd'hui? Ça n'a aucun sens. Est-ce qu'il constitue un problème? Parce qu'on a l'impression que l'Est de la République aujourd'hui, la question des populations se cristallise autour de Banyamulenge. Je ne veux pas qu'on fasse une émission essentiellement sur nos compatriotes Banyamulenge, mais c'est important. Parce que vous êtes quand même quelqu'un de là, vous connaissez les sensibilités et surtout que c'est vous qui m'amenez sur ce terrain-là. Est-ce que les Banyamulenge sont-ils un problème? On dit qu'ils sont trop revendicatifs, on dit qui veulent tout avoir, ils sont arrivés chez les gens, on les a accueillis. Est-ce que le Banyamulenge représente-t-il un problème pour le Congo? Moi, je pense qu'il ne faut pas se tromper. Là, nous faisons l'erreur. Là. Vous parlez des Banyamulenge. Moi, je vous parle des rwandophones. Les Banyamulenge, je vous dis, ils sont au sud Kivu. Et généralement, ce sont des gens qui sont venus dans les années 50. Ils ont été accueillis dans les années 50 comme des réfugiés. Là, vous parlez du sud Kivu. Moi, je vous parle du nord Kivu. Des populations du nord Kivu qui ne sont pas les Banyamulenge. Les gens du nord Kivu
qui ont toujours été là quand on a tracé la frontière en 1885. Ils ont toujours été. Ce ne sont pas des Banyamulenge. Vous voulez faire la part des choses entre les vrais Congolais que vous considérez comme des rwandophones et les Banyamulenge qui sont arrivés en 1950. Ils sont arrivés en 1950, mais ils ont obtenu la nationalité parce que la constitution congolaise... Est-ce qu'ils posent problème? C'est la question que je pose. Vous qui connaissez ils ne posent pas problème. On dit qu'ils réclament un peu de tout, ils veulent tout avoir, ils sont souvent utilisés par le Rwanda. Est-ce qu'ils posent problème, les Banyamulenge, dans l'Est de la République? Les Banyamulenge, à ma connaissance, ils ne posent pas problème. Vous savez, il y a beaucoup de Banyamulenge qui ne demandent qu'à vivre tranquillement. Il y en a beaucoup qui ne demandent qu'à vivre tranquillement avec les autres populations. Ils sont instrumentalisés, on peut bien les comprendre. Moi, je suis quelqu'un qui suis né dans la période où Mobutu était président de la République. On a toujours vécu ensemble. Il n'y a jamais eu de problème. Les problèmes ont commencé avec, je crois, en 96, tout ça, l'instrumentalisation. Mais les Banyamulenge, en tant que tels, ils ne posent aucun problème, de mon point de vue. Vous comprenez? Et donc, créer un truc là, vous voyez d'ailleurs, on a tout de suite glissé. On parle des rwandophones et on parle directement des Banyamulenge. Or, tout rwandophone n'est pas Banyamulenge déjà. Il faut bien faire la différence. Tout rwandophone en RDC n'est pas Banyamulenge. Donc il y a des gens qui sont... Il y a une sorte d'amalgame. Tout à fait. Et c'est pour ça que nous, avec Macharik, les gens de l'Est, nous estimons que nous comprenons ces thématiques beaucoup mieux que nos compatriotes qui sont à Goma, qui sont par exemple à Kananga, qui sont par exemple à Bassankoussou, et ils ne comprennent pas. Vous-même, tout de suite là, vous avez parlé des Banyamulenge. Vous voyez, nous parlons des rwandophones qui sont dans le Nord Kivu. Parce que si vous regardez aussi très bien, la plupart de ceux qui font la guerre, ce sont les gens du Nord Kivu. Ce sont les rwandophones du Nord Kivu. Toutes ces guerres-là viennent toujours par le Nord Kivu. Ce ne sont pas les Banyamulenge qui sont pas dans le Sud. Non. Bon, bien sûr, eux aussi, ils se font instrumentaliser un peu plus tard, mais dans un premier temps, à chaque fois quand vous regardez, si vous regardez attentivement, ceux qui ont commencé à faire ces guerres-là, ce sont les rwandophones du Nord Kivu. Et donc, bien sûr, parmi eux, il y a, je vous ai parlé ici des Nyiragongo, des Massissi, des Rutshuru, des populations là-bas qui parlent Kinyarwanda et qui s'estiment être rejetées. Et bien sûr, quand vous êtes ici, monsieur Laurent, moi je vous dis que j'habite ici depuis un certain temps. Les jours où vous allez vous sentir rejeté, parce que vous êtes noir, parce que vous avez ceci, parce que vous allez vous sentir très très mal. C'est très frustrant de se sentir rejeté. Il y a des gens qui ont choisi la communauté nationale. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de faire en sorte qu'ils soient intégrés et qu'on vive ensemble, tout simplement. Non, mais le problème, c'est qu'eux, ils ne veulent pas s'intégrer. Ils sont sectaires, ils sont communautaires. Voilà, c'est aussi ça le problème avec eux. On rapporte un peu beaucoup. Ils veulent dominer les gens, ils veulent tout avoir. Pour eux, c'est aussi ça le problème. Ils ne veulent pas couper les liens, les cordons ombilicaux d'une certaine manière avec le Rwanda. Voilà, on ne peut pas demander cela, monsieur Laura. On ne peut pas me demander, moi, j'ai la nationalité belge, de me couper avec la RDC. C'est pas possible. Comprenez? On ne peut pas vous demander, vous, de vous couper avec la RDC. Et quand vous regardez dans votre champ lexical, 90%, ou je pense même 100% des mots que vous prononcez par jour, ça concerne la RDC. Les restes, peut-être 3 ou 4% concernent Aldi, Lidl, mais le reste de ce que vous dites, vous, chaque jour, ça concerne la RDC. Et chaque fois que nous, Congolais, entre guillemets, de souche, nous rejetons ces gens-là qui ont rejoint la communauté nationale, bien sûr, nous les envoyons vers des endroits où on peut les instrumentaliser. C'est ça. Alors, vous êtes la dynamique Macharik plus, vous travaillez pour l'Est de la République démocratique du Congo. Vous dites vous-même que l'Est de la République constitue aujourd'hui un problème. L'Est est en quelque sorte le goulot d'étranglement qui retient non seulement l'actualité, mais qui amène quand même un certain nombre de problèmes. Quels sont les vrais problèmes, avant qu'on entre dans des solutions que vous envisagez, quels sont les vrais problèmes, les sérieux problèmes que vous avez identifiés dans cette partie de la République qui nous amènent aujourd'hui à considérer que cette partie est en quelque sorte une sorte de goulot d'étranglement du pays? Les guerres récurrentes, monsieur Loire. Les guerres, et ces guerres-là ont une origine. On en parle tous les jours. On en parle tous les jours. Il y a ces compatriotes-là qui pensent qu'ils sont écartés de la vie nationale et qui se disent, bon écoutez, nous n'avons pas d'autre choix, nous n'avons pas d'autre terre, nous n'avons pas d'autre pays où aller. Et donc, si nous ne pouvons pas défendre nos intérêts ici, où est-ce que nous allons? Moi, je viens de vous dire ici, en 1885, quand on a partagé l'Afrique, il y a des populations rwandophones qui se sont retrouvées du côté congolais et des populations rwandophones qui se sont trouvées du côté rwandais. Ceux qui se retrouvent du côté congolais, ils ne se sentent pas rwandais. Ils se sentent congolais, mais ils se sentent
opprimés, rejetés, avec des discours que tout le monde entend. Vous avez entendu le président Kabila parler, et tout de suite, il y a un monsieur qui a parlé, et au lieu de parler des choses du pays, il parle des Rwandais, de ceci. Tout ça, ça crée une certaine forme de frustration, monsieur Loire. Donc, les guerres de l'Est de la République, vous, la seule explication, c'est le rejet d'une certaine manière, la discrimination vécue par certains combattants. Je pense que c'est ça, parce que, vous savez, si vous allez à l'Est de la RDC, vous avez des populations, les Babembe, les Bashi, les Bavira, les Banyam, tous ces gens-là, il ne faut pas de guerre. Mais ceux qui se sentent discriminés, ceux qui se sentent rejetés, ils se disent, bon, le seul moyen que nous pouvons avoir de nous faire accepter, peut-être, c'est de faire ça. Donc, ceux qui nous disent que la guerre dans l'Est de la République, c'est une question d'économie, c'est une question des richesses, c'est une question des pillages, eux, ils ne font pas une bonne analyse. C'est d'abord et avant tout, et je vais dire, passez-moi la redondance, essentiellement un problème des rejets et des frustrations des... Ceux qui font de l'économie, les pays, je pense notamment, vous pensez au Rwanda, à l'Ouganda et tout ça, ces pays-là qui viennent piller, bien sûr, ils ont des motifs qu'ils avancent pour faire ça. Ils avancent des motifs selon lesquels nous défendons nos compatriotes ou les gens de notre tribu qui sont là-bas et qui sont persécutés, tout ça. C'est pour ça que notre manière de voir les choses, c'est de dire que nous devons d'abord, nous, en interne, nous organiser, en interne, nous rassembler. C'est ça que nous demandons d'ailleurs, peut-être que, bon, on en parlera un peu plus tard dans l'émission, c'est ce que nous demandons au pouvoir congolais, d'essayer de rassembler les Congolais pour isoler ceux qui peuvent être tentés d'être manipulés par l'extérieur. Rassembler les Congolais. Tous ceux qui se sentent Congolais, rassemblez-les, mettez-les ensemble et travaillons ensemble pour voir comment est-ce que nous pouvons faire pour mettre un terme à ceux qui profitent de notre division pour nous agresser. C'est ça le problème. C'est ça, notre proposition. Non, mais c'est ce que vous faites. Mais alors, le problème, on le voit, et quelles sont les recettes et les canons que vous, comme Machariki, vous proposez finalement pour que nous ramenions la paix complètement dans cette partie de la République et que nous les sortions de ces situations compliquées? Ben, je viens de dire, c'est la sensibilisation d'abord des habitants de l'Est de la RDC. De l'Est de la RDC, d'abord, la sensibilisation. Faire comprendre aux Congolais que non, ici, nous avons tout intérêt à être ensemble, surtout les populations de l'Est. Les populations de l'Est. Parce que les populations de l'Ouest, une grande partie, les gens ne connaissent pas, même ceux qui, je ne vais pas citer les noms des gens ici, mais ceux qui parlent trop, ils ne connaissent pas la situation de l'Est de la RDC. C'est pour ça que nous voulons d'abord commencer par sensibiliser les gens de l'Est pour leur montrer que non, nous pouvons vivre ensemble avec nos compatriotes qui se sentent lésés et faire ensemble que nous travaillons. Moi, je vous dis que je suis né sous Mobutu, j'ai grandi sous Mobutu et j'ai vu qu'il n'y a jamais eu ce type de problème. C'est maintenant qu'on a ça. Les communautés vivaient paisiblement, tranquillement. Oui. Sous Mobutu, il n'y avait pas les Hutus, il n'y avait pas les Rwandais. Ils étaient là, mais il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas ces problèmes. Il n'y avait pas de conflit. On ne savait même pas tel a dit ceci, tel a... On ne savait pas. On ne savait pas. Vous qui venez de là, vous nous dites que ces problèmes n'existaient pas. C'est des inventions qui... Mais c'est à partir de 96 que lorsque les Hutus viennent chez nous, et qu'il trouve des populations rwandophones et tutsis, il commence à s'entretuer. C'est à partir de ce moment-là que la situation s'aggrave. Mais avant, quand Mobutu était président, tout le monde était sous le drapeau du Zaïre et c'était tout. Il n'y avait pas tous ces problèmes-là. Nous avons étudié ensemble dans les mêmes écoles, nous avons vécu ensemble dans les mêmes villages. Et aujourd'hui, si vous allez dans où moi je suis né, à Itombwe, c'est-à-dire dans les hauts plateaux du sud Kivu, les marchés là-bas, ce sont les rwandophones, les Bashi, les Bafuleru, les Babembe, qui font tourner l'économie de ces endroits. Ils se retrouvent dans les marchés, il y a les échanges économiques. Parce que tout le monde a besoin du sel, tout le monde a besoin du sucre, tout le monde a besoin de ceci. Donc les gens font des échanges économiques dans les marchés. Et là, vous avez les Banyarwanda, les Bashi, les Bafuleru, les Banyindu, les Babembe, tout le monde est ensemble. Et c'est ça que nous voulons, nous. Il faut absolument amener les gens à se mettre ensemble. Les discours permanent de oui, toi tu es ceci, toi tu es ceci, toi tu es ceci. Ce sont des discours qui ne construisent pas, qui n'aboutissent qu'à des... Parce que vous savez, quand vous n'avez plus rien à perdre, hein, vous dites bon, je n'ai plus rien à perdre, et vous avez ces replis identitaires, et il y a des dégâts. Nous qui vous regardons un peu d'un œil de l'Ouest, à 2000 km, et quand même il faut qu'on se le dise, tout à fait, oui. C'est tellement loin, à plus de 2000 km, on a l'impression qu'on est dans une sorte de deuil de cyclone et on ne s'en sortira pas. Je suis très heureux de vous entendre aussi optimiste. Vous croyez que si on arrivait à travailler sérieusement,
on peut aujourd'hui réconcilier les cœurs, réconcilier les âmes, permettre aux Bafouléro, les Banyamoulengue, les Banyarois, ceux qui parlent Oui, les tout ça. Rwandais, donc Oui. les Bashi et tout ce monde-là de retrouver la paix. Donc il n'y a aucun fatalisme. Vous pensez que c'est encore possible? Il n'y a pas de fatalisme. Il n'y a pas de fatalisme. Parce que vous savez, il y a une chose, M. Loa. Parce qu'on a l'impression que les fractures sont tellement importantes. Il y a des aujourd'hui fractures. Il y a des qu'il fractures. il commence à devenir, on commence à devenir un peu. Il y a c'est-à-dire des- que, voilà, c'est. Il y a des fractures, effectivement. Les fractures sont là. Mais il y a cette volonté d'avoir la RDC comme socle commun. Et ça, tout le monde a ça. Que ce soit Mouchi, que ce soit Moufouléro, que ce soit Mouvira, que ce soit... Tout le monde a envie de ça. Tout le monde a ce socle commun qui est la RDC. Nous voulons tous rester dans la RDC. Eh bien, demain, il y a ces populations-là qui nous ont rejoints dans la communauté nationale. Il faut les mettre ensemble avec nous. Et nous avons un problème de pouvoir. Nous avons un problème, pardon, pas de pouvoir, mais d'État. Lorsqu'il y a un État fort qui rassemble tout le monde, il n'y aura pas de problème. Après, évidemment, il y a certains endroits où il faut faire peut-être des réformes qui permettent à ce que toutes les communautés participent à la gestion du pays. Je pense que ça, c'est essentiel. Mais dans l'ensemble, tout le monde veut être congolais. La faiblesse de l'État, l'absence de l'État est plus destructrice que le C'est ça. fatalisme. Et donc, C'est ça. nous, dans C'est l'Ouest, ça. là aussi. C'est ça, justement. Bah, toi, on a balinga bisoté. Tété, Non, ces gens-là, non. Non, c'est l'État, l'absence de l'État. Lorsqu'il y a un État, il n'y a pas tout ça. C'est parce qu'il n'avons pas d'État, justement, parce que c'est l'État qui doit réguler les relations, les rapports, tout ça. Mais il n'y a pas d'État aujourd'hui. Si vous allez, par exemple, chez moi, à Fizi, il n'y a pas d'État. Hein. Vous avez une distance entre Baraka et Mississi. C'est à peu près, je ne sais pas, 90 km, c'est pas très bien. Mais vous avez 37 barrières de Ouazalendo qui ponctionnent à chaque personne qui passe 1000 francs. 37. Donc si vous allez, vous payez 37 000. Quand vous revenez, vous payez 37 000. L'économie ne peut pas tenir dans ces conditions-là. Et où va cet argent? On ne sait pas. Donc, je ne dis pas qu'ils sont les seuls à faire ça, mais l'absence de l'État est un vrai problème. Lorsque l'État est là et que l'État joue son rôle, il n'y a pas de problème. Madame, Messieurs, vous suivez l'émission Contre nous soit dit. Aujourd'hui, on évoque des questions d'actualité dans le pays et plus précisément l'Est de la République. Un spécialiste, et je le dirais, parce que lui, il vient de là, il est avec nous. Avec lui, donc, nous analysons la situation dans cette partie de la République démocratique du Congo. Mais on dit également que cette situation est instrumentalisée par certains notables qui tirent profit de cette affaire. Est-ce que c'est le même regard que vous, de ce côté-là, vous avez? J'ai suivi récemment Julien Paloukou qui s'est vraiment évertué à expliquer comment c'est compliqué. Mais on dit chaque notable a sa milice. On avait les Vénas qui passaient là-bas, c'était compliqué, chacun avec sa milice. Julien Paloukou, on dit que vous bifurquez vers Beni, il en a. Vous allez dans l'Est de la République, Norbert Bassengezi, Kantitima, il en a. On dit Moïse Nyarukabo dans les plateaux de Minembwe là-bas, a sa milice. Est-ce que c'est pas les pauvres populations ne sont-elles pas victimes de ceux qui se revendiquent comme étant leurs représentants d'une certaine manière? Oui, bien sûr. Parce que je viens de vous parler ici de l'absence de l'État. Lorsqu'il y a un État, il n'y a personne qui peut avoir des milices. Parce que l'État est là pour réguler les rapports et les relations sociales. Mais il n'y a pas d'État. Alors, à ce moment-là, il y a ce type de réflexe. Chacun veut, je ne sais pas, garder un morceau de terre ou je ne sais pas, un peu de pouvoir sur tel ou tel endroit. Mais en réalité, lorsqu'il y a un État, il ne peut pas y avoir tout ça. Nous demandons la reconstruction et la refondation de l'État. Et tout le monde, je pense que tout le monde est d'accord sur ces points-là. Il faut qu'il y ait un État. S'il n'y a pas d'État, il y aura toujours ça. Il n'y a pas d'État, en fait. Il y a des endroits où il n'y a pas d'État, vraiment, il n'y a pas d'État. Ce sont des milices qui la font loi des des plus forts. tout à fait, tout à fait. Chacun a une arme chez lui, voilà, on peut te tirer dessus comme ça, et il n'y a pas de justice. C'est ça, c'est un problème. C'est un problème, M. Loa. Il doit y avoir un État. L'État est complètement absent. Donc le grand travail aujourd'hui, c'est la reconstruction de l'État pour pacifier cette partie du pays. On parle de pacification parce qu'il y a problème dans cette partie, parce qu'il y a guerre dans cette partie du pays. Mais l'actualité dans l'Est de la République, c'est aussi quand même la guerre actuelle menée par le M23, soutenue par le Rwanda, selon plusieurs rapports des Nations Unies. Tout à fait. On parle des milliers de militaires rwandais qui sont sur le sol congolais. Quelle est votre analyse de la présence du M23 dans cette partie du pays? Il y en a qui disent que cette présence est justifiée parce qu'ils font une révolution sur base de l'article 64. Kinshasa parle des terroristes. Quel est le point de vue de Machariki par rapport à
la guerre menée par les M23, l'AFC M23 dans l'Est de la République? Merci beaucoup. Mais il y a beaucoup de choses qui sont dites par rapport à ces questions. Moi, nous partons d'un constat, M. Loara. En janvier 2019, lorsqu'il y a eu passation des pouvoirs entre, d'un côté, l'ancien président et de l'autre, le président actuel, parce qu'il est plus nouveau, hein, il n'y avait pas de M23 là-bas, hein, à ce moment-là, en 2019. Il n'y avait pas de M23. Les Congolais de l'Est ne pensaient pas qu'ils vont encore aller dans des camps de réfugiés à Nyarugusu et tout ça. Tout le monde pensait que tout ça est derrière nous. Mais qu'est-ce que nous avons appris par la suite? Nous étions là, nous avons appris que non. Les M23 qui avaient été chassés vers l'Ouganda, je pense, et le Rwanda. 2013. Voilà. Et a été invité à Kinshasa pendant 14 mois par les pouvoirs en place. Bon, le président a nié, il dit que c'est son ministre de l'Intérieur qui avait convoqué, lui il n'a jamais rencontré ces gens. Le président a dit qu'il n'était pas bon. Soyons quand même sérieux, M. Loara, soyons sérieux. Vous pensez qu'il était au courant? Vous ne pouvez quand même pas croire qu'un ministre de l'Intérieur va aller prendre des initiatives pour aller prendre une rébellion pour la ramener dans le pays et le président n'est pas au courant. Quand même, il faut être très sérieux. Voilà. Moi, je vous ai suivi hier. Et quelque part, vous avez dit le président nous prend pour des idiots. Vous avez dit ça. Hier, ce n'est même pas... C'était hier, je vous ai suivi. Et donc, on ne peut pas dire des choses comme ça. Moi, je vais vous dire des choses. On nous apprend que le président de la République, enfin, les pouvoirs, le ministre de l'Intérieur représente les pouvoirs. Les pouvoirs a fait venir le M23 pendant 14 mois. Ils ont parlé de quoi? On ne sait pas. Les Congolais ne savent pas ça. De quoi ils ont parlé? Mais quand vous parlez pendant 14 mois, c'est que vous avez des points d'intérêt communs. Si vous parlez avec quelqu'un pendant 14 mois, c'est que vous avez des points d'intérêt communs que vous parlez. Voilà. Après, nous avons vu, nous étions ici en Belgique, nous avons vu les présidents de la République démocratique du Congo aller signer avec les présidents rwandais des accords à Goma qui octroyaient, je crois, les raffinages de l'or congolais au Rwanda, des aéroports et tout ça. Et quelques mois après, on apprend qu'il y a une guerre entre le Congo et le Rwanda. Nous étions les premiers à dire ceci. Lorsque la guerre a éclaté, nous avons dit, au niveau des Macharik, nous avons dit, le président de la République démocratique du Congo doit réunir autour de lui toutes les forces politiques, en tout cas les leaders de toutes les forces politiques qui comptent dans notre pays, pour préparer une réponse nationale à cette situation. Nous avons été les premiers à dire ça. Mais qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu que la gestion du conflit avec les M23 a été gérée d'abord de manière un peu familiale, on ne sait pas. Et après, on nous dit que ce sont des terroristes. Et après, on dit qu'on ne peut pas discuter avec eux. Après, on dit, bon, on est à Doha. Voilà. C'est ce que nous constatons. Mais nous voulons la paix. Les gens de l'Est veulent la paix. Ils souffrent énormément. Qu'est-ce que Macharik dit des M23? Comment qualifiez-vous l'action qu'ils mènent? Sont-ils des libérateurs? Sont-ils des terroristes? Sont-ils des panthères? Sont-ils des assassins? Sont-ils des révolutionnaires? C'était ça la question. Voilà, mais... Qu'est-ce que vous pensez de l'action menée par le M23 dans cette partie du pays? Moi, Macharik pense que ce ne sont pas des libérateurs. Au sens où on n'imagine pas que Tshisekedi est un occupant. Du point de vue Macharik, on ne considère pas Tshisekedi comme un occupant. Non, on considère qu'il est là, mais il n'est pas à la hauteur de la mission qui est la sienne. Et puis, les gens de M23, ils se basent sur l'article 64 de la Constitution congolaise. Ils se disent, bon écoutez, l'article 64 de la Constitution congolaise nous autorise, nous, à nous opposer à quelqu'un qui prend le pouvoir par des voies qui ne sont pas correctes. Et donc, ils partent du principe selon lequel le pays est mal géré. Vous comprenez ou vous justifiez leur action? Moi, je comprends. Je comprends. Parce que les Congolais vous regardent. Aujourd'hui, il y a une sorte de schisme dans le pays. Oui. Soit vous êtes pour, soit vous êtes contre. J'ai vu les anciens kabylistes, on parlera justement de l'arrivée du président Kabila là-bas, ne pas comprendre qu'il soit sur place. Tout le monde, quand on est du côté de Tshisekedi, on veut absolument obtenir une condamnation claire et nette des Congolais par rapport à ça. Mais quand on est de l'autre côté, on veut... Quel est votre point de vue? C'est-à-dire que là, vous parlez, mais je ne sais pas vous cerner. Oui. Bon, vous mettez tellement des précautions d'usage, je ne sais pas vous cerner, quoi. Oui, parce que nous sommes une association, nous ne sommes pas un parti politique. Les partis politiques vont dire tout de suite ce qu'ils pensent. Moi, je vous dis tout simplement que non. S'il y a M23, donc il doit y avoir une raison. Ils ne peuvent pas se réveiller comme ça un matin et venir faire la guerre. S'ils ont fait la guerre, s'ils font la guerre, il y a des raisons pour cela. Et je pense que les raisons qu'ils ont... Ils ont demandé d'ailleurs au président Tshisekedi de discuter avec lui pour présenter les raisons. Il a refusé. Il a dit qu'il ne peut pas discuter avec les panthères.
Et là, après, nous avons entendu qu'ils sont partis à Doha, et des Doha, on ne sait pas de quoi on a appris après, ils se sont retirés, les uns les autres. Voilà, ils ont des Vous comprenez le combat tout à mené fait, par les M23. tout à fait. Vous justifiez ça par l'article 64. Donc, ce qu'ils Et sont en il train de justifie. faire, Et il vous, justifie. ma chérie, Oui. vous pensez que cette justification passe le fait que le M23 existe et qu'il évoque l'article 64 de la Constitution? Ils évoquent l'article, oui, bien sûr. Bien sûr, l'article de la Constitution, 64 de la Constitution, permet à toute personne de prendre, d'utiliser tous les moyens qu'il peut avoir pour mettre hors d'état de nuire un régime qui s'installe de manière illégale. Est-ce que vous pensez que le régime de Tshisekedi est un régime illégal? Est-ce que vous pensez que la gouvernance de Tshisekedi pose problème? Quel est le regard que vous avez par rapport à Tshisekedi, à sa gouvernance et à son pouvoir? Par rapport à la légitimité, d'abord, nous considérons que le pouvoir actuel du président Tshisekedi est illégitime. Pourquoi? Parce que la Constitution congolaise prévoit que lorsqu'on doit faire les élections, on doit les faire en une journée. Les élections. Et les élections qui ont été faites en 2023, je pense, ça a été fait sur 7 jours. 7 jours, oui. Ça, c'est déjà une violation flagrante de la Constitution. Rien que ça, pour nous, ça montre que c'est un régime illégitime. Tshisekedi est un président illégitime. Illégitime. Il n'a pas de légitimité, de notre point de vue. Parce que vous ne pouvez pas faire une élection en 7 jours alors que la Constitution vous oblige à les faire en une jour. Et puis, sans parler des histoires des machines à voter qu'on trouvait chez des voisins, chez des gens, ça, ce sont des choses que nous avons constatées. Ça, c'est une première chose. Alors, la gouvernance, ce n'est pas à moi que vous allez demander. Le ministre de Tshisekedi lui-même est venu dire à la télévision que non, à chaque fois quand l'argent arrive, il se partage ça. L'argent du projet arrive, on se partage. Tokabola, Toko réfléchira après. C'est le ministre qui dit ça. Quand il y a une gouvernance de cette nature, et chaque jour qui passe, monsieur Loara, chaque jour, il y a un scandale de détournement. Chaque jour. Il ne se passe pas un seul jour. Hein. Quand on voit, non, celui-là a pris 30 millions, celui-là a pris 40 millions, celui-là a pris 50 millions. Et même, il y a des gens qui pensent que ce que Tshisekedi fait à la RDC, c'est encore plus mauvais que ce que le M23 fait à la RDC. Parce que vous empêchez les pays de se défendre. Quand vous détournez les moyens de l'État, vous empêchez les pays de se défendre. Donc pour vous, M23, oui, base de l'article 64, mais le fondement, c'est aussi, entre autres, la mauvaise gouvernance et les mauvaises actions posées par le pouvoir. Oui, mais je vais vous donner quelques chiffres, monsieur Laurent. Je pense, si je peux me tromper, mais je pense que plus de la moitié de la population congolaise vit à l'est de la RDC. Si vous prenez les grands Katanga, les deux Kivu plus les Maniema, plus la grande province orientale, vous avez l'est de la RDC. Ouais. Plus de la moitié de la population. Oui, les territoires swahiliphones, c'est plus de la moitié de la population congolaise. Vous avez 65%, si pas 70%, des ressources qui font vivre l'État congolais viennent de l'espace swahiliphone. Alors, vous avez, quand le M23 commence à faire sa guerre, 70% de la population de l'espace swahiliphone est contre le M23. Vous m'entendez? Mais là, quand le président Tshisekedi commence à s'en prendre à tout le monde, à Katumbi, à Kabila, je ne sais pas, Matata, et je vous signale au départ que lorsque Matata a été condamné il y a, je crois, un mois, 3 compatriotes du centre du pays, je préfère ne pas parler des Kassaïens ou des Balouba, tout ça, j'ai dit, 3 compatriotes du centre du pays ont été lynchés à Kindu. Parce qu'ils ne comprennent pas, par exemple, pourquoi est-ce qu'on va condamner Matata et ne condamne pas, par exemple, Kazadi, qui vient dire des choses terribles. Oui. Et donc, quand vous remarquez, vous constatez que 70% des gens de l'Est étaient contre le M23. Mais là, les pourcentages ont diminué. Je crois que 50% maintenant des gens de l'Est se disent, bon, mais pourquoi pas? Parce que bon, ce qui s'est fait de l'autre côté, ce n'est pas rassurant non plus. Sur votre chaîne, hier, j'ai encore vu un ministre, je crois, de l'Éducation nationale, qui se faisait taper par des gens de son personnel. La preuve est que ça ne va pas là non plus, de ce côté-là, du côté du pouvoir. Je pense que si le pouvoir était un bon pouvoir, une bonne gouvernance, cela aurait soudé la population congolaise et le M23 serait mis en minorité dans les pays. Mais là, la gouvernance de Tshisekedi est une très mauvaise gouvernance. Il faut quand même le dire. Regarde ce qu'il fait maintenant là, par exemple. Il a déconnecté l'Est du Congo du système bancaire. Je vous dis ici, 50% de la population de l'Est est contre le M23. Mais ces gens-là qui sont contre le M23 et qui sont punis par cette mesure-là. Il faut empêcher au M23 d'avoir des moyens de... Oui, mais il y a aussi des gens qui meurent parce qu'ils ne peuvent plus se soigner, ils ne peuvent pas accéder à leur épargne.
Il y a des gens qui ont leur épargne et qui ne peuvent plus se soigner, ils ne peuvent pas acheter de médicaments parce qu'ils ne peuvent pas accéder à leur épargne. Et ces gens-là, ils sont contre les M23. Vous faites quoi de ces gens-là? C'est une punition collective tout simplement inacceptable. On condamne Israël pour affamer la population à Gaza. Mais là, c'est la même chose. Vous affamez votre propre peuple, mais la stratégie du président Tshisekedi, c'est peut-être de dire, bon, on va faire ça pour que la population se soulève contre le M23 ou des choses comme ça. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne stratégie. Ce n'est pas une bonne stratégie, ça. C'est une stratégie qui crée encore plus de haine. Et parce qu'on en parle, monsieur Laurent, on parle de balkanisation. Lorsque vous êtes un pouvoir et que vous faites ça, vous déconnectez une partie du pays du système bancaire. Donc vous considérez que ça fait partie encore du pays ou pas? Est-ce que Bukavu aujourd'hui, est-ce que Goma aujourd'hui, est-ce que Rutshuru, est-ce que ça fait partie de la RDC encore ou pas? C'est ça. Ce sont des questions que nous mettons sur la table. En toute responsabilité, on ne peut pas faire des choses comme ça. Il y a beaucoup de gens maintenant qui meurent, non pas par les balles du M23, mais parce qu'ils ne savent pas acheter des médicaments pour se soigner. Alors que leur argent se trouve dans les banques. C'est ça le problème. Ces problèmes-là, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Et puis ce n'est pas dans le sens de la paix, ça, M. Loire. Le pays a besoin d'apaisement. La RDC a besoin aujourd'hui d'être apaisée. Ce n'est pas ce genre de choses qu'il faut faire. Et donc, oui, la mauvaise gouvernance du pays, du président Tshisekedi et son gouvernement et tout ça, participe à tout ça. Vous évoquez des problèmes de balkanisation. J'ouvris une parenthèse là-dessus. Vous qui êtes de l'Est de la République, qui y avez suffisamment et de la famille et des attaches là-bas, est-ce que vous pensez que cette menace de balkanisation est sérieuse? J'entends ça partout de Tshisekedi. On parlera peut-être de Martin Fayulu. Encore hier, Martin Fayulu a dit que la menace de balkanisation n'est plus lointaine. Elle est très proche. Est-ce que vous croyez que c'est un fantasme ou que le Congo risque véritablement une balkanisation dans sa partie Est? C'est un fantasme. Je vais le dire tout de suite. Le Congo ne sera pas balkanisé. Ce n'est pas une menace. Non, c'est un fantasme. C'est faux ça. Je vais vous dire une chose. Si vous regardez les histoires de balkanisation dans différents pays, dans les Balkans par exemple, ou dans l'ex-Union soviétique, ou le Soudan qui est plus proche de nous, vous allez remarquer que le point commun de toutes ces balkanisations, c'est que les populations des pays qui se sont balkanisés étaient d'accord avec ça. À l'est de la RDC, la population congolaise de l'est de la RDC n'est pas d'accord pour la balkanisation. Mais on parle de Tutsilandi justement. Non. Mais ils représentent combien de pourcents? Les Banyamulenge voudraient bien avoir leur coin, créer leur Tutsilandi. Ils représentent combien? Si vous prenez les territoires aujourd'hui occupés par les M23, à peu près grosso modo 10 millions d'habitants, hein, les nord, le sud et tout ça, mais dans les 10 millions de Congolais, il y a combien de Tutsis dans ça? Il n'y en a pas beaucoup. La population, si la population de l'Est de la RDC était d'accord pour la balkanisation, elle aurait déjà eu lieu depuis longtemps. Mais les peuples là-bas ne veulent pas ça. La population ne veut pas ça. C'est pour ça que nous ne comprenons pas la décision du gouvernement de priver les gens de ne pas accéder à leur épargne. Parce que la population de l'Est du Congo ne veut pas la balkanisation. On ne veut pas de ça. D'ailleurs, quand j'entends que le président, l'ancien président Kabila est venu là-bas pour balkaniser, mais attendez, soyons sérieux. Lui, il a travaillé toute sa vie à essayer de réunifier ces pays. C'est aujourd'hui qu'il va venir pour balkaniser ça? Ça n'a aucun sens. Le Congolais vous regarde de cette caméra. Vous, Machari, Dynamique Machari qui plus, ressortissant de l'Est de la République, vous nous affirmez, parce qu'on nous claironne tous les jours ici, on nous chante tous les jours ici que le Rwanda veut envahir le Congo, que le Rwanda veut couper le Congo, qu'on veut battre. Vous rassurez les Congolais pour vous que c'est du fantasme, que c'est du montage, il n'y a pas risque de balkanisation du pays. Je sais que je serai insulté après cette émission, je serai insulté, je sais ça. Mais je peux vous dire très sincèrement, je ne crois pas à la balkanisation. Je ne crois pas à ça. Parce que ça ne peut pas se faire tant que nous, les gens de l'Est, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Je vais vous donner un exemple qui peut peut-être vous mettre la puce à l'oreille. Quand vous regardez toutes ces rébellions-là qui viennent depuis Laurent Désiré Kabila, toutes ces rébellions cherchent toujours à avoir un Bantou à leur tête. Et quand on a essayé de faire ça sans qu'il y ait un Bantou à leur tête, Moutebousse et Kunda, ça n'a pas marché. On les a chassés tout de suite. La population ne veut pas ça.
La population, il y a des gens qui vont dire, mais écoutez, la population n'a rien à dire. Non, c'est faux ça. La population de l'Est de la RDC, les Babembe, les Bashi, les Bavira, les Bafuleo, ils ne sont pas d'accord avec l'idée de balkanisation. Ils aiment le Congo. Ils aiment le Congo. Ils aiment l'unité. Tout à fait. C'est ça. Ils ne veulent pas ça et ça ne va pas se faire. Ça, ce sont les gens qui veulent faire. Enfin, c'est un épouvantail. Hein? On va essayer toujours de. Oui, balkanisation. Mais la population doit être d'accord d'abord. Non, quand Martin Fayulu nous dit que le risque de balkanisation qui était lointain hier est si proche aujourd'hui, vous n'y croyez non, même pas. Du tout. Fayulu est en train de nous mentir. Pas du tout. Pas du tout. Parce que nous sommes de là. C'est nous qui disons que bon, écoute, si, moi je vous dis ici, je viens de vous dire ici, il y a des éléments qui peuvent créer la balkanisation. Je pense que vous, dans vos archives, vous allez voir ça. Lorsque des swahiliphones, sont pourchassés dans certaines rues, je ne sais pas dans toutes les rues, mais dans certaines rues de Kinshasa, lorsqu'un membre d'ensemble est tabassé à Boutima ou je ne sais pas à Kananga, ce genre de choses-là, ça peut créer la balkanisation. Lorsque les présidents... Aujourd'hui, les généraux swahiliphones, pour la plupart, sont aux arrêts. Hein. Ça a été. Ils meurent dans les cachots. Ce n'est pas ça qui va balkaniser. Ce n'est pas ça qui va... Et même ça, monsieur Loara, si ça devait être le cas, ce ne serait pas du fait de la population de l'Est, ce serait du fait du pouvoir. C'est le pouvoir qui met les gens en prison. Ce n'est pas la population de l'Est qui met les gens en prison, c'est le pouvoir. Si demain, il devait y avoir, si le pouvoir cherche à balkaniser les pays en faisant ça, en déconnectant les gens de leurs épargnes, en s'en prenant à Kabila, Moïse Katumbi, Matata, Daniel Moulunda, Mouyeji, tous ces gens-là, bien sûr que ça peut créer des réflexes et des replis identitaires. Mais la population congolaise de l'Est de la RDC n'est pas pour la balkanisation. Vous pensez que le président Tshisekedi a un problème avec les swahiliphones? Je pense qu'il doit en avoir parce que quand il fait ça... C'est une chasse contre le swahiliphone, le régime a lancé. On les voit, hein, parce que quand il s'en prend à Matata, il s'en prend... Nous disons ceci. Même... On a quand même volé 200 millions selon la justice, non? Alonso, c'est quand même plus de 200 millions, non? Ce qui est volé chaque jour, hein. Quand vous parlez des ramets, de tout ça, on ne sait pas où est-ce que... Ce n'est pas ça. Aujourd'hui, M. Loara, aujourd'hui, et vos auditeurs doivent le savoir, le pays a besoin d'apaisement. Il faut apaiser les esprits. Si le président Tshisekedi est sage, il doit penser à apaiser les esprits. Il faut apaiser les esprits. Il faut rassembler. Vous ne pouvez pas faire la guerre à un pays étranger si vous n'êtes pas unis à l'intérieur. Nous devons être rassemblés. Même quand on nous parle d'ennemis de l'extérieur, les Rwandais, l'Ouganda et tout ça, mais comment nous allons les battre si nous ne sommes pas unis à l'intérieur? Nous devons être unis. Le pays a besoin d'être unis, d'être rassemblés. C'est ça dont nous avons besoin. Et à partir de ce moment-là, on peut affronter l'extérieur. Mais si nous sommes désunis en interne, nous ne pouvons pas combattre les Rwandais ou le Burundi ou je ne sais pas quel autre pays. Alors, dans la foulée de tout ça, balkanisation, oui ou non, le président Kabila est arrivé, mais non quoi, 2-3 semaines à Goma. Ça créait énormément de problèmes. Le président Tshisekedi avait déjà commencé à nous rappeler que le vrai chef du M23, c'est le président Kabila. Vous, comme Machariki, est-ce que vous comprenez que Kabila, qui a dirigé le pays pendant 18 ans, soit aujourd'hui à la tête d'un mouvement qui fait couler les sangs et qui est le supplétif du Rwanda? Je ne crois pas que Kabila soit à la tête d'un mouvement criminel et tout ça. Je ne crois pas à ça. Je pense que c'est une manière juste d'essayer de les disqualifier, tout ça. Parce que cette guerre-là, elle a commencé, Kabila était en train de faire des études en Afrique du Sud. En 2022. Kabila n'était pas en RDC lorsque Tshisekedi a fait venir les gens du M23 pour discuter pendant 14 mois. Kabila n'était pas en RDC. Moi, je ne suis pas porte-parole de Kabila. Mais j'ai dit ce que je vois. Alors, maintenant que le président Tshisekedi est en difficulté, il essaie toujours, comme son habitude, chercher toujours des boucs émissaires. C'est Kabila, c'est ceci, c'est cela. Mais en réalité, quand la guerre a commencé, quand ils ne se sont pas entendus avec les gens du M23, Kabila était en Afrique du Sud en train de faire ses études. C'est ça justement, c'est-à-dire que nous ne croyons, moi personnellement, et beaucoup de nos compatriotes de l'Est, on ne peut pas croire très sincèrement que Kabila, qui a été président de la République pendant 18 ans, vienne à la tête. Nous sommes les premiers. Nous avons fait une déclaration le 7 mai. Une déclaration dans laquelle nous avons demandé à Kabila de venir en RDC. Si, je me rappelle. Oui. Nous avons demandé à Kabila de venir en RDC, qu'il vienne aussi mettre son expérience
à la recherche de la paix. RDC, oui, mais pas à Goma quand même. Mais Contrôlé par les rebelles, mais Goma, c'est la contrôlé par les RDC. Rwandais. Goma, c'est la Kabila est RDC. sécurisé aujourd'hui par les troupes Attendez, rwandaises. attendez. Goma, c'est ce que les gens disent. Ils disent Comment ça. un ancien président de la République peut rentrer dans son pays, mais via Goma? Monsieur Loara, Goma, c'est la RDC, oui ou non? Sous contrôle, sous occupation. Non, mais Goma, c'est la RDC, oui ou non? La RDC, Si, sous occupation. moi j'ai entendu M. Fayoulou s'en prendre à Kabila et dire que non, Kabila doit quitter Goma. J'ai rigolé. Mais attendez, quand il dit que Kabila doit quitter Goma, et le reste de la population de Goma doit faire quoi? Les autres, les Gomatraciens, ils sont près d'1 million de gens. Ils doivent rester, ils doivent quitter. Qu'est-ce qu'on fait? On prend alors ces moments-là, on prend les Goma, on donne aux Rwandais, bon, voilà. Je trouve que c'est absolument scandaleux ce que M. Fayoulou a dit. On ne peut pas demander à Kabila, qui est un citoyen congolais, de ne pas être à Goma. De ne pas y aller ou de faire... Nous avons demandé dans notre déclaration et nous sommes très ravis, d'avoir vu que nous avons été entendus par M. Kabila, qu'il soit rentré à Goma et qu'il apporte son soutien à tout ce qui peut être dans le sens de la paix. C'est ça que nous voulons. En fait, c'est ça que nous voulons. Ces histoires-là de Fayoulou, c'est n'importe quoi. Attendez, vous demandez à Kabila de quitter Goma. Moi, j'y voulais... Je ne sais pas d'ailleurs, j'ai vu que M. Fayoulou a demandé de rencontrer Tshisekedi, ils se sont vus. Non, ils se sont vus. Oui, ils se sont vus. Moi, la question c'était, que je me posais, c'était, c'est une mission de médiation ou quoi que Fayoulou va faire auprès de Tshisekedi? Parce que si c'est une mission de médiation, de recherche de paix, il doit faire comme les pasteurs ont fait et les évêques. Ils ont d'abord vu Tshisekedi, puis ils sont allés à Goma. Est-ce qu'on peut dire que dans les jours qui viennent, M. Fayoulou sera à Goma pour parler avec ceux qui sont là-bas? Parce que la RDC, il y a un fait, nous sommes en guerre. Et il faut absolument trouver une solution à ça. Est-ce que le discours de Fayoulou tel qu'on l'a entendu là, c'est un discours qui apporte de l'apaisement ou qui apporte de la poudre au feu? Lorsqu'il demande à Kabila de quitter Goma, Kabila doit aller où, selon lui? Non, mais parce que la présence de Kabila à Goma donne un peu de crédit à ces mouvements supplétifs du Rwanda, soutenus d'une certaine manière par le Rwanda. Ça, c'est ce que vous ne voulez pas dire. Non, Kabila est citoyen congolais. Il peut aller où il veut. Je pense que c'est ça la constitution congolaise. Je crois l'article 30, si je me trompe. Non, mais Kabila est aujourd'hui sécurisé par les Rwandais à Goma. Ça, vous ne condamnez pas, vous qui parlez de l'article 64. Le Rwanda est chez nous, pillant, volant chez nous. Comment un ancien président peut-il se retrouver dans un endroit sous occupation d'un pays étranger? Par contre, il nous... s'agit quand même d'une agression, non, monsieur attendez, monsieur Loire, je vais vous dire une chose. C'est pas ça, Goma est une agression, oui ou non? Agression. Le Rwanda voilà, attendez. Non, attendez. Quand nous, Congolais, nous disons, nous sommes agressés par les Rwandais. Vous savez, est-ce que vous suivez les officiels rwandais? Les officiels rwandais, ils disent, ce qu'ils ont mis en place, ce sont des mesures de protection. Parce que notre président les a menacés à plusieurs reprises. Ça, peut-être, vous ne le savez pas. Vous le savez, vous ne devez pas le dire. Notre président a dit, à partir de Goma, Awa, Tokokiku, Komana, Kigali, Wana, je pense. Après, il a dit encore à vos confrères, je crois, de Top Congo, lisez sur mes lèvres. Donc, dès que je vais absolument attaquer les Rwandais. Il a même dit aux Rwandais qu'il va leur débarrasser des Kagame. Voilà, des choses comme ça. Et les Rwandais, ils ont entendu tout ça. Hein. Et il ne faut pas non plus oublier l'histoire du Rwanda. Est-ce que vous imaginez une seule seconde l'idée que Tshisekedi vienne avec les Hutus pour venir les installer au pouvoir à Kigali? Est-ce que vous imaginez ce que ça représente dans l'imaginaire de ces gens-là, là-bas? Alors, ils ont mis en place ce qu'ils appellent, eux, les mesures de protection. Violant les droits internationaux, amenant à une agression qui coûte des vies, qui fait couler beaucoup de sang chez nous. C'est-à-dire on n'est même pas d'accord sur le terme agression. Les protocoles qui ont été signés à Washington entre les Rwandais et les Congo, le terme agression n'est pas dedans. Pourquoi est-ce que le Congo n'a pas fait figurer les mots agression dans les protocoles qui sont en train de signer là-bas aux États-Unis? C'est ça, parce que là, on parle d'agression, mais quand le Congo se retrouve dans une situation où il peut faire valoir le terme agression, en diplomatie, vous êtes un grand journaliste, vous le savez, chaque mot a son importance. Pourquoi est-ce que le Congo ne s'impose pas pour mettre le mot agression dans les protocoles qu'il est en train de signer avec les Rwandais aux États-Unis? De ce protocole-là, d'ailleurs, ça va peut-être nous amener enfin à parler de mesures pour parler de la paix, de comment vous dessinez la paix. Vous avez certainement suivi ça. Ça fait couler beaucoup d'encre et des salives. Cet échange ressources naturelles du Congo contre la protection des États-Unis et la paix dans l'Est de la République. Vous comprenez? Est-ce que vous pensez que c'est aussi une manière de ramener la paix? Ce sont des foutaises et tout ça, mais Michel Ouara. Vous croyez à ça, vous? Que non, le Congo donne des minerais aux États-Unis et les États-Unis nous protègent contre les Rwandais? Vous croyez à ça, vraiment?
Nous avons demandé, dans notre déclaration, au point, je crois, notre dernier point dans la déclaration, nous avons demandé au gouvernement américain d'attendre. Allez-y, allez-y. On peut faire un deal entre la RDC et les Congos, mais nous souhaitons que ces deals-là attendent, qu'il y ait d'abord un gouvernement responsable. Parce que les Américains eux-mêmes, ils voient que chaque jour, il y a des détournements. J'ai même entendu déjà qu'il y a 5 ou 6 parlementaires américains qui ont écrit à M. Boulos pour lui dire non, on ne voit pas très bien ce qui se passe là-bas, il faut un peu plus de clarté. Et donc, nous ne pensons pas que ce soit le bon moment. Vous n'êtes pas contre les deals, mais vous pensez que Tshisekedi n'est pas crédible pour le faire? C'est ça justement. Il faut absolument qu'il y ait un gouvernement responsable qui peut signer un deal. Et on ne va pas signer un deal que les Américains nous protègent contre les Rwandais. C'est ridicule tout ça. Attendez, nous sommes 100 fois plus nombreux que les Rwandais. 100 fois plus nombreux. Là où les Rwandais peuvent aligner un combattant, nous pouvons aligner 10 en termes militaires. Voilà. Nous sommes 1000 fois plus riches que les Rwandais. Donc nous avons plus de ressources. Mais comment est-ce que nous n'arrivons pas à battre les Rwandais? Il y a un problème de notre côté à nous. Ce n'est pas du côté du Rwanda, c'est notre côté. Et ce problème-là est incarné par les pouvoirs, tout simplement. C'est Tshisekedi. Je vous dis ici, nous sommes 10 fois plus que les Rwandais en termes de nombre. Nous. Et nous sommes 1000 fois, peut-être 2000 fois plus riches que les Rwandais. Mais les Rwandais, chaque jour, vous entendez, vous passez ici les Rwandais, vous passez là-bas les Rwandais. Nous sommes même ridicules devant d'autres peuples. Parce que les gens, ils regardent sur la carte. Hein. Les gens peuvent regarder sur la carte. Et même quand vous avez 12 millions de Rwandais, et dans les 12 millions de Rwandais, il y a encore peut-être, je crois, 15% seulement des Tutsis. 85 sont des Hutus. Et donc, voilà, c'est ridicule, tout simplement. Et cette histoire-là de minerais contre la sécurité, ça n'a aucun sens. Il faut absolument débarrasser la RDC, je pense, de la gouvernance actuelle. Je ne suis peut-être pas autorisé à le dire, mais je pense que c'est ce qu'il faut faire. Vous pensez qu'aujourd'hui, le problème, c'est Tshisekedi? Pour envisager les solutions, la première chose, il faut débarrasser. Oui, je pense que c'est ça. Mais débarrasser Tshisekedi par quel moyen? Il a organisé les élections que vous réfutez, mais il est président de la République. Faut-il attendre 2028? Faut-il pas les laisser terminer tranquillement son mandat jusqu'en 2028? Très honnêtement, en tant que Congolais, je ne vois pas à ce rythme-là des scandales chaque jour. Hein, comment va être le pays en 2028? Chaque jour, là où nous sommes en train de parler, il y a des scandales qui ne sont pas encore révélés là, qui vont sortir demain ou après-demain. Donc, tous les jours, il y a des scandales qui viennent. On ne peut pas laisser ça comme ça. Je ne sais pas comment il faut faire. C'est la question que je pose. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que... Donc, il faut faire la guerre. Il faut continuer à faire la guerre. Il y a ceux qui font la guerre. Il faut parler. Il faut se parler. L'Église, quand je parle de l'Église catholique et l'Église protestante, a proposé un dialogue ou quelque chose comme ça. Je pense que le seul à refuser ces dialogues, c'est M. Tshisekedi. Les dialogues de l'Église congolaise. Oui, voilà. Et elle a proposé un mécanisme. J'ai entendu même que, je ne sais pas si c'était sur votre télévision, parce que je regarde ça souvent, où même l'abbé Scholl s'est vu confisquer son passeport, des intimidations, des choses comme ça. Ce n'est pas dans ce sens-là qu'on doit aller. Parce que ça, très honnêtement, de notre point de vue, la situation actuelle profite à Tshisekedi. La situation de guerre comme ça, c'est bien pour lui. Parce que comme ça, il peut continuer à mettre l'argent dans la poche, il n'a plus de compte à rendre. Dès que vous dites quelque chose, vous êtes M23, vous êtes Rwandais. Mais ça ne va pas comme ça. Un pays ne peut pas se relever comme ça. À un moment donné, les gens doivent se mettre autour de la table. Et de toute façon, il n'y a pas de solution militaire. Plusieurs fois, on lui a dit, il faut parler. Il ne voulait pas. Et après, ils vont faire des murmures, je ne sais pas, en Angola, après à Doha. Mais tout ça n'aboutit à rien. Les pasteurs ont proposé un schéma. Il faut s'inscrire dans ce schéma-là. Il faut que les pays soient apaisés, M. Loire. Il faut apaiser les pays d'abord. Et cet apaisement, c'est lui, le président Tshisekedi, qui a la responsabilité première en tant que chef. C'est lui qui doit définir les caps, non? Nous voyons ce qui se passe en Goma. Le président Kabila fait des consultations. Nous ne savons pas où est-ce que tout ça va nous amener. Mais nous voulons qu'il y ait la paix qui revienne. On ne peut pas accepter. Je vais vous donner un exemple. Entre Bukavu et Uvira, c'est à peu près 115 km, 152 km, je ne sais pas. Mais pour aller de Bukavu à Uvira, aujourd'hui, vous devez passer par le Rwanda, par la Tanzanie, et après vous venez à Uvira. Attendez, c'est sérieux tout ça? C'est sérieux ça? Vous êtes à Uvira, vous voulez venir à Bukavu, vous allez d'abord en Tanzanie, après vous entrez au Rwanda, et après vous entrez en RDC. On ne peut pas continuer comme ça. Il y a peut-être nos compatriotes qui sont à Moanda, qui sont à Matadi, qui ne savent pas ça.
Mais c'est ça la réalité aujourd'hui. Il y a des gens qui ne vont pas à l'école. Les enfants qui ne vont pas à l'école, on ne sait pas comment vont être organisés les examens d'État au mois de juin. On ne peut pas faire ça. Vous voyez, c'est pour ça que nous avons demandé au président Kabila de venir et d'essayer de faire tout ce qu'il peut aussi pour aider à ce que la paix revienne. Parce que c'est très important ça. On ne veut pas revenir. Nous sommes revenus là en 2001. C'était ça la situation de la RDC. Vous aviez les RCD de M. Rouberois qui occupaient cette partie, vous avez Nyamouis qui était dans le nord, vous avez Jean-Pierre Bemba qui était de l'autre côté, vous avez Kabila qui était... Et les pays étaient comme ça dirigés par des seigneurs de guerre et tout ça. Et nous avons pensé qu'avec ce que Kabila a fait, les Sud-Africains et tout ça, les pays étaient réunifiés et qu'on devait aller maintenant de l'avant. Mais là, nous sommes où là? Vous suivez comme moi l'actualité. Tous les pays du monde augmentent leur budget militaire maintenant. À commencer par les États-Unis, la Russie, la Chine, tout le monde augmente les budgets militaires. Mais nous sommes où? Nous sommes absents de ces rendez-vous-là. Demain, si les Lesotho qui nous attaquent, nous allons encore plaider, oh, agression, agression. Les soldats d'ici vont nous attaquer, on va encore crier agression, agression. Parce que nous ne nous préparons pas. Mais pour nous préparer, nous devons être unis. L'unité, c'est lui qui est le symbole de l'unité. Commencez à dire aux uns, n'allez pas à Goma. Mais qu'est-ce qu'on fait avec les 1 million de gens qui sont à Goma? On leur demande de quitter Goma aussi. Ça n'a aucun sens. Donc le premier responsable de cette situation, c'est M. Tshisekedi. Oui. Là, Machari qui est clair. Le responsable de nos malheurs, de nos problèmes, aujourd'hui, c'est Tshisekedi Félix. Mais moi, je vois quand je vois les gens de Tshisekedi dire que bon, c'est Kabila, c'est... Je dis, mais attendez, comment on peut inverser les choses comme ça? C'est le Rwanda, c'est Kabila, c'est le Rwanda qui nous attaque, c'est... Mais moi, je ne sais pas si vous avez remarqué une chose, monsieur Loire. Le président Kabila a parlé le 23 mai, je pense. Après, il a joué sa parole, il a l'acte à la parole, il est revenu en RDC. Et il a commencé à consulter. Je n'ai pas entendu, moi, peut-être que ça m'a échappé, je n'ai pas vu une seule condamnation d'une puissance occidentale ou une puissance africaine. Je n'ai pas entendu un seul pays puissant. Condamner le fait que Kabila soit à Goma. Oui, non, je n'ai pas encore entendu ça. Mais pourquoi est-ce que nous condamnons ça? Les puissances africaines, l'Afrique du Sud, on va dire le Nigeria, l'Égypte, tous ces pays-là, ils n'ont pas condamné l'Éthiopie, mais c'est nous. Voilà. Nous devons absolument nous retrouver. Nous sommes allés trop loin dans la bêtise. Il faut absolument se rassembler. Et le président Tshisekedi a une très grande responsabilité en tant que président de la République. Il doit rassembler les pays. Non, mais vous dites de lui qu'il doit partir parce que c'est lui qui est à la base. Et vous attendez de lui encore attendez, tantôt c'est lui les problèmes, tantôt si lui n'arrive pas... Il y a, M. Loara, s'il n'est pas d'accord, s'il n'est pas capable de rassembler les pays, qu'il parte. C'est simple. Il peut démissionner, il peut laisser les pays dans les mains de le président du Sénat, de son Sénat. Hein. Il peut démissionner, il peut se dire, écoutez, je suis dans l'incapacité d'exercer mes fonctions de président de la République pour rassembler notre pays et je laisse les trucs et peut-être que ça peut décanter la situation. Je rappelle, c'est peut-être que certaines personnes ne vont pas aimer ça, mais je rappelle qu'en 2001, notre pays était un peu dans la même situation et l'effacement de Laurent Désiré Kabila avait permis de décanter la situation, d'une certaine manière. Donc, je ne dis pas qu'il faut nécessairement arriver à ça, mais je ne vois pas comment est-ce qu'on va faire. Il faut effacer Tshisekedi. Je ne dis pas ça. Je ne dis pas ça. Mais je dis que non, il y a aussi une certaine forme de noblesse à s'effacer. Kabila ne serait pas mort en 2001, on n'aurait pas ravaudé le pays. Donc... Moi, quand je regarde la situation telle qu'elle était en 2001... Vous appelez à l'assassinat de M. Tshisekedi? Non, je ne demande pas à l'assassinat de M. Tshisekedi. Vous dites un peu il peut s'effacer. Moi, je viens de donner une proposition ici. Il peut démissionner, par exemple. Il peut démissionner, laisser les pouvoirs. Il ne le fera pas, non? Il ne le fera pas. Et à ce moment-là, il condamne les pays. Il condamne les pays à la situation actuelle parce que je ne vois pas, avec la détermination des gens qui sont là-bas à l'Est, je ne vois pas comment est-ce qu'on va s'en sortir. Non, mais ceux-là aussi n'avancent pas. Hein. Tu sais qu'il dit que son armée fait des efforts maintenant. Des pays qui sont cantonnés à Goma et à Bukavu. Maintenant, ils disaient qu'ils vont aller à Ouvira, ils ne partent toujours pas. Ils ont promis d'être à Kalemi. Ils sont toujours là-bas. On attend, on verra. Bon, moi, je ne suis pas leur porte-parole. Je ne suis même pas dans ce qu'ils font. Moi, ce que je constate, c'est que nous, à l'Est, nous avons besoin, en tout cas, la RDC a besoin de paix. Ça, c'est un principe. Tout le monde a besoin de paix. Et que cette paix-là ne pourra pas venir sans qu'on se sépare. Quand j'entends M. Fayoul, comme on vient de le dire là, j'ai tout mais attendez, comment est-ce qu'on va trouver la paix comme ça? D'un côté, vous vilipendez les autres, et de l'autre, vous dites, bon, il faut venir avec les CC, ce que l'Église dit, mais l'Église dit qu'il faut se retrouver autour de la table et de parler. Il faut parler. Ici, donc pour vous,
comme Machariki, la recette pour aider le pays dans la situation de confusion dans laquelle nous sommes, c'est le dialogue. Il n'y a pas d'autre solution. Soutenez les CC et... Tout à fait, il n'y a pas d'autre... Mais est-ce que vous avez une autre solution, M. Perrault? Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. Je pense que s'il y en avait, on l'aurait déjà appliqué. Mais il n'y a pas d'autre solution. Donc voilà, on tend petit à petit vers la fin de cette émission. Je rappelle que notre invité du jour, c'est donc M. Abraham Tchabou, qui est responsable de la structure dynamique Machariki Plus. C'est une structure qui travaille pour la paix dans l'Est de la République, mais aussi un peu partout. On va bientôt chuter dans le cadre de cette émission. Les Congolais de l'Est de la République que vous regardez, moi je reçois énormément d'appels, on est suivi à Bukavu, à Goma, partout dans l'Est de la République. Vous leur direz quoi en ce moment où ils vivent des situations compliquées, déconnectés des banques, ça tire un peu partout, et il y a les sangs qui coulent. Vous direz quoi à nos compatriotes qui sont dans l'Est de la République en ce moment? Pour être honnête, je n'ai pas grand-chose à leur dire parce que je suis tout à fait perturbé. Je souffre. Ma mère est à Bukavu, au moment où nous parlons ici. Ma mère est à Bukavu. Tout le monde souffre. Il faut absolument trouver une solution à ça. C'est ça. C'est pour ça que d'ailleurs nous avons crié au discours du président Kabila quand il a dit l'échec d'un régime peut compromettre mais ne peut pas sceller les sorts de tout un peuple. Il a dit ça et nous nous sommes dit peut-être qu'il a des recettes ou je ne sais pas. Il a échafaudé un plan à 12 plans, je crois. Voilà, tout à fait. Et donc nous, ce que nous voulons, c'est que la paix revienne. Et c'est ce que les gens demandent. Les gens demandent quoi? La paix. Je pense que je vis encore sur votre chaîne des populations à Goma, je crois, qui demandaient la paix, qui demandaient je ne sais pas quoi. Tout le monde veut la paix. Donc vous n'avez rien à dire, vous êtes dépassé par l'événement. Vous souffrez autant qu'avec ces peuples-là. Donc vous êtes avec eux, vous souffrez de les voir aujourd'hui martyrisés comme ça. C'est ça. Et nous voulons que les politiques, parce que nous sommes une association, nous voulons que les politiques se ressaisissent. Parce qu'on ne peut pas laisser les pays comme ça. On ne peut pas laisser les pays comme ça. Attendez, nous sommes dans cette situation aujourd'hui, M. Perrault. Dans 20 ans, est-ce que vous avez fait une projection sur 20 ans? Où est-ce que la RDC va être dans 20 ans? Si on imagine ce qui va arriver, on peut imaginer les réfugiés climatiques qui viendraient du Niger ou je ne sais quoi, les Sahara qui va continuer à progresser, la Kalahari qui va continuer à monter et que la RDC va être prise en étau. Il y aura d'autres populations qui vont venir de très loin pour essayer de venir nous occuper des terres. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que nous sommes préparés à toutes ces choses-là? C'est ça l'enjeu. Là, on parle du Rwanda, mais demain, ça va être les Nigériens, ça va être peut-être les Soudanais, ça va être peut-être d'autres. Parce qu'il y a tous les réfugiés climatiques qui viendront se déverser sur nos terres. Nous devons absolument penser à tout cela. Mais si nous ne nous préparons pas aujourd'hui, on fait quoi? Et ceux qui vous regardent dans l'Ouest, ils ont un regard un peu... Voilà. Ça va comme la bango. À l'Inguet, même 17 guerres, là, c'est à 2000 km de... Ça choque hein, d'entendre ça pour vous. Vous direz quoi à vos compatriotes qui sont à Kinshasa, plutôt à Goma, à Mbujimaï? Celui qui est à Mbujimaï doit savoir ceci. Tant que ça ne marche pas à Goma, lui, il est affecté aussi. Celui qui est à Boma, à Mwanda, il doit savoir que tant que ça ne marche pas à Goma, ça ne marche pas à Bukavu, lui-même il est affecté. Parce que bon, disons que vous avez dit que l'armée de M. Tshisekedi est en train de prendre du tonus. Mais tout ce qu'on pouvait par exemple investir dans les social à Goma, à Matadi, à Bujimaï, à Kananga, doit être mis dans l'armée, en quelque sorte. Et donc, du coup, la personne qui est là-bas est d'une certaine manière ou d'une autre affectée. Parce que le Congo, c'est un corps. Si un doigt a un problème, c'est tout le corps qui est paralysé. C'est pour ça que nous avons dit d'ailleurs Machariki Plus. Parce que nous savons que si ça ne marche pas à l'Est, l'Ouest est affecté. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui, en fait. Et c'est pour ça que nous voulons que l'Est de la RDC devienne le moteur de la reconstruction et du développement de notre pays. C'est ça. Je vous ai dit ici que 65% des ressources qu'il faut tourner la RDC viennent de l'Est. Si maintenant il y a tout le temps des problèmes à l'Est, c'est tout le reste du pays qui est touché. Et donc ça, c'est absolument nécessaire que la paix revienne dans notre pays et que l'Est retrouve une certaine sérénité pour que les pays aient de l'espoir. Parce que c'est important ça. Les gens ont besoin d'espoir. Ce qu'on voit maintenant, les déclarations des uns et des autres, ils sont en train de diffuser la peur. Mais nous voulons qu'il y ait de l'espoir. Il faut que les jeunes se disent, bon, la vie n'est pas seulement à Bruxelles, à Londres, la vie peut aussi être ici en RDC.
redonnons de l'espoir à Tout à notre fait. peuple. Je vais vous juste un dernier mot. Vous savez que le président du Burundi dit aux Burundais, vous allez chercher l'Afrique du Sud. Mais notre Afrique du Sud, nous, c'est à côté ici, c'est la RDC. Hein. Allez chercher la vie à la RDC. Et les gens partent du Burundi, si vous allez à Ouvira, vous allez à Bukavu, les cafés, tout ça. Ce sont les Burundais qui viennent chercher du boulot chez nous. Si nous nous organisons un peu mieux, nous pouvons encore avoir plus de niveaux de vie qui augmentent et tout le monde va avoir de l'espoir. C'est ça que nous demandons. Et il faut absolument que l'espoir revienne dans le pays. Abraham Chabou, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. J'espère que c'est une première, mais ce n'est pas une dernière, et qu'on se retrouvera encore ici pour plusieurs autres émissions pour analyser l'actualité politique dans le pays. On l'espère. Madame, Messieurs, cette émission est terminée. Je rappelle ce soir que nous recevions ici à Bruxelles, en Belgique, le président diaspora de la structure Dynamique Machari et plus, Monsieur Abraham Chabou. Oui. Chabou, c'est chez moi au Kasaï. Hein. C'est chez moi au Kasaï. C'est ça. Ben oui, on est un seul peuple. Nous sommes un seul corps. On est un seul peuple. C'est normal qu'il y ait aussi autant de choses entre nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Je veux dire gros merci à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable. Georges Ganou était derrière. Jason Dankuel, à toi. Dr Grady Kakula. Merci de nous avoir assistés également, chers amis. Retrouvons-nous pour d'autres numéros de cette émission. Restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous. À la prochaine. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon père Mokonzi.